Le numéro 2 de l'ambassade d'Iran à Paris est recherché comme témoin pour les attentats commis à Paris. Il est parvenu in extremis à quitter la France. Les suites de l'affaire Léotard, la majorité tente de calmer le jeu. On connaîtra samedi la décision du ministre de la Culture. À Roland-Garros, Chris Evert exécuté en 2-7 par Martina Navratilova qui rencontrera l'Allemande Steffi Graf pour la finale. Et puis ce jeudi 4 juin, encore un jour de détention pour les otages français au Liban. Marcel Fontaine et Marcel Carton, Jean-Paul Kaufmann et Jean-Louis Normandin d'Antenne 2 n'ont toujours pas été libérés. Madame, Monsieur, bonsoir. Un gros poisson vient peut-être de passer entre les mailles du filet antiterroriste. Après l'interpellation hier de 57 personnes soupçonnées d'appartenir à la mouvance des terroristes proche-orientaux, la police s'intéresse de très près au rôle joué par le numéro 2 de l'ambassade d'Iran à Paris. Il est recherché comme témoin pour plusieurs attentats de cet été à Paris. Et il est parvenu à quitter précipitamment la France avant d'être interpellé. Voici ce qu'ont pu savoir Hervé Brusini et Thierry Calmette aujourd'hui. Oui, monsieur Waïd Gorgi, s'il vous plaît. Monsieur Gorgi n'est pas là actuellement. C'est fermé l'ambassade. Vous savez quand est-ce qu'il sera là? Je ne sais pas. Demain, l'ambassade s'est fermée parce que c'est un jour férié en Iran. Bon, on peut... Peut-être samedi matin. Si monsieur Gorgi n'est pas là, c'est qu'il a très certainement pris l'avion pour Genève. Un départ qui tombe à pic. À quelques heures près, monsieur Gorgi était interpellé par les hommes de la DST que le juge Boulouk avait mandaté. Cela fait longtemps déjà que les enquêteurs désirent entendre Waïd Gorgi. Officiellement, il est porte-parole de l'ambassade d'Iran à Paris, mais pour les policiers français, il pourrait être l'agent traitant de Mohamed Mohajer, l'un des intégristes chiites arrêtés il y a 3 mois. Selon nos informations, Mohajer a acheté une BMW en Allemagne fédérale. Cette voiture aurait été retrouvée ici même, avenue de Suffren, dans le parking de M. Gorgi. Hypothèse pour les enquêteurs, ils se demandent s'il ne s'agirait pas du véhicule repéré par des témoins lors de l'attentat de la rue de Rennes en septembre 86. Étrange quand même ce départ précipité de M. Gorgi. L'homme était suivi par les policiers de la DST depuis plusieurs semaines déjà. Alors, au palais de justice, on a du mal à comprendre ce qui a bien pu se passer. On se sent même floué. M. Gorgi aurait-il été prévenu? Les impératifs de la diplomatie auraient-ils été plus forts que ceux d'une enquête policière? Les enquêteurs pourtant ne semblent pas perdre l'espoir de revoir un jour ou l'autre en France M. Gorgi. Après tout, disent-ils, s'il ne revenait pas, ce serait comme un aveu de culpabilité. En tout cas, une chose est sûre, nous sommes dans une période pour le moins tendue dans les relations franco-iraniennes. L'interpellation du diplomate iranien aurait dû s'inscrire dans une opération plus vaste qui a permis, vous le savez, l'arrestation hier de 57 personnes proches des milieux intégristes musulmans à Paris, ce soir à Paris et en province. Ce soir, on parle de l'expulsion de 27 d'entre elles, même s'il s'agit dans cette affaire plus, semble-t-il, de prévention ou au moins de dissuasion. Voici les conditions dans lesquelles ces interpellations ont été faites à la demande du juge. C'est un reportage de Roland Sicard et Claude Barnier. Affaire Fouad Ali Salah et autres, associations de malfaiteurs, les scellés sont clairs. L'opération du Kremlin-Bicêtre faisait partie de l'enquête menée contre les musulmans chiites intégristes arrêtés il y a 3 mois pour complicité dans les derniers attentats à Paris. Sur place, tout a été passé au peigne fin. Ici, s'était installé un foyer librairie islamique, un foyer dont les habitués intriguaient depuis longtemps les voisins. Moi, je vous le dis franchement, c'était inquiété parce que c'est vu les allées et venues qu'il y avait, avec des très belles voitures même, des très très belles voitures. C'est-à-dire Mercedes, des voitures d'envergure, vous voyez. Il y avait différentes immatriculations. Je sais que de temps en temps, il y avait des gens qui arrivaient ici et qui attendaient pendant des journées entières parce qu'ils sonnaient et puis personne ne répondait. Dans le même temps, une seconde opération était lancée à Lyon, Toulouse, Marseille et 5 autres villes de province. Une riposte aux dernières menaces du CSPPA, une lettre dans laquelle le comité de solidarité avec les prisonniers politiques arabes et du Proche-Orient menaçait la France d'un été chaud. En tout, 57 personnes ont été interpellées, 27 d'entre elles devraient être expulsées, 2 à 3 autres pourraient être inculpées pour détention d'armes et fabrication de faux documents.
L'Iran, décidément dans le collimateur, avec aussi des difficultés en Grande-Bretagne, rien à voir avec l'affaire précédente, sauf à se demander s'il ne faut pas y voir une conséquence du sommet antiterroriste de la semaine dernière à Paris. Toujours est-il que Londres vient de fermer le consulat d'Iran à Manchester et d'expulser 5 diplomates iraniens. Margaret Thatcher qui fait ainsi preuve de fermeté après l'interpellation jeudi dernier à Téhéran d'un diplomate britannique. De Londres, Alain Cancès, notre correspondant. Le bras de fer entre Mme Thatcher et le gouvernement iranien dure depuis la semaine dernière, lorsque Ahmed Ghazimi, le vice-consul iranien à Manchester, a été arrêté dans un magasin de la ville pour vol à l'étalage. Invoquant l'immunité diplomatique, Ahmed Ghazimi a refusé de comparaître devant un tribunal. Les policiers de Manchester sont alors allés le chercher et l'ont traîné manu militari à l'audience. Le même jour, en Iran, par mesure de rétorsion, les Iraniens enlevaient pendant plusieurs heures le numéro 2 de la mission diplomatique britannique à Téhéran, M. Chaplin, le maltraitait et le menaçait d'un procès avec à terme une condamnation à mort. Ridicule, a répondu Mme Thatcher. Et faute d'explications iraniennes jugées satisfaisantes, le gouvernement britannique a décidé ce matin d'expulser de Grande-Bretagne Ahmed Ghazimi et 4 autres membres du consulat d'Iran à Manchester. Une décision que le chargé d'affaires iranien à Londres a tout à l'heure qualifiée de très sérieuse. À la veille du sommet de Venise et en pleine campagne électorale, Mme Thatcher a voulu faire preuve de fermeté. Mais par prudence, pour essayer de minimiser la crise, elle a choisi d'expulser le diplomate iranien plutôt que de le traîner devant les tribunaux. Reste à savoir si les Iraniens, eux, vont se prêter à ce petit jeu. En Centrafrique, la peine de mort vient d'être requise contre l'ex-empereur Bokassa. Un réquisitoire de 10 heures étalé sur 2 jours, au terme d'un procès entamé il y a maintenant plus de 5 mois. L'avocat général n'a reconnu aucune circonstance atténuante. Dominique Torres. Point par point, le procureur a repris des dizaines de cas d'assassinat, d'arrestation et de séquestration arbitraire. M. Gabriel Faustin-Baudou a évoqué l'élimination systématique d'officiers et de civils, tous morts selon lui dans d'effroyables conditions, et a insisté sur la responsabilité de l'ex-empereur dans le massacre des écoliers. Sur le crime présumé de cannibalisme, aucune preuve n'a été apportée et le procureur a lui-même reconnu l'insuffisance des charges. Depuis l'ouverture du procès, un ancien ministre a déjà été inculpé et 10 témoins arrêtés en pleine audience. Le 12 juin, les 6 jurés auront le choix de suivre le procureur dans ses conclusions, mais le chef de l'État pourrait user de son droit de grâce, comme il l'a toujours fait depuis qu'il est au pouvoir. Coup de projecteur ce soir sur la situation au Sri Lanka, c'est-à-dire l'ex-Ceylan, dont l'armée a lancé une très vaste offensive, vous le savez, contre ce que l'on appelle les séparatistes tamouls au nord de l'île, avec, comme toujours, les populations civiles qui sont au premier rang des victimes de part et d'autre. C'est ainsi que l'Inde, qui abrite une très importante population tamoule, essaye depuis 48 heures d'acheminer des vivres à ces populations civiles isolées par l'armée sri-lankaise. Sur ces tentatives humanitaires et plus généralement sur la situation au Sri Lanka, voici Pierre Serra. Ces vivres destinés aux Tamouls du Sri Lanka sont revenus à leur point de départ, le port de Rameshwaran au sud de l'Inde. La mission humanitaire lancée par Rajiv Gandhi a échoué. La flottille de pêche chargée du transport a été refoulée à la limite des eaux territoriales singalaises. L'Inde, dans l'après-midi, a fait parachuter ses vivres sur les régions tamoules encerclées. Encerclées notamment dans la ville de Jaffna, au nord du pays, où sont assiégés près d'1 million d'habitants sous contrôle des résistants tamouls. Le gouvernement sri-lankais justifie son refus de laisser passer les secours indiens en montrant qu'il fait procéder lui-même par son armée à des distributions de vivres aux populations tamoules, mais seulement dans les régions qu'il contrôle. Des images sans doute destinées à montrer la bonne foi du gouvernement singalais, dont le Premier ministre défend la souveraineté. Nous pensons que si l'Inde veut envoyer des secours, bien que nous n'en ayons pas besoin, qu'elle les envoie au gouvernement du Sri Lanka. Une querelle donc sur le plan humanitaire qui fait en tout cas monter la tension entre New Delhi et Colombo. Les Tamouls, qui sont 3 millions au Sri Lanka, veulent créer un État indépendant. Ils ont pour cela le soutien de l'Inde, qui compte dans sa population près de 50 millions de Tamouls au sud du pays. Au Sri Lanka, ils sont regroupés en organisations de guérilla, dont la plus importante s'appelle les Tigres. Elle est d'obédience marxiste. Son entraînement et son équipement lui sont fournis essentiellement par les Tamouls de l'Inde. Leur lutte a pour objectif de faire sécession vis-à-vis de Colombo. Ils veulent l'autonomie, sinon l'indépendance. Mais leur guérilla a largement débordé sur des actions terroristes, dont la plus meurtrière a fait 150 morts à Colombo il y a 2 mois.
Un attentat qui a poussé le gouvernement sri-lankais à entreprendre de réduire la résistance tamoule. L'armée sri-lankaise, aidée par le Pakistan, est entrée en action. Et le fait que le gouvernement de Colombo ait refoulé aujourd'hui les secours en vivres et en médicaments envoyés par l'Inde sous pavillon de la Croix-Rouge prouve sa détermination à venir à bout de la résistance tamoule. Un mot d'ordre pour la majorité au lendemain de ce que l'on appelle maintenant l'affaire Léotard. Il faut dédramatiser. C'est alors que le ministre de la Culture réfléchit à Fréjus, dans sa région, avant de faire connaître samedi sa décision. Chacun reste sur ses positions tout en mettant quand même un peu de baume sur les blessures. C'est par exemple le porte-parole de Jacques Chirac, M. Denis Baudouin, qui rappelle que le Premier ministre ne demande rien, mais demeure néanmoins ouvert à toute proposition. Tenons à dédramatiser, d'abord parce que M. Chirac a certaines sympathies indiscutable et qu'il a tenu à me faire rappeler tout à l'heure pour M. Léotard. Bon, il a fait un article, alors le communiqué a été un petit peu piquant, mais nous ne cherchons pas du tout à dramatiser. Cela dit, M. Chirac a dit ce qu'il avait envie de dire, a rappelé des règles qu'il a rappelées un certain nombre de fois, et il a demandé, M. Léotard a demandé un certain nombre de jours, ce qui est normal, pour réfléchir avec ses amis. Nous attendrons sa décision. Une autre contribution, plutôt une autre prise de position, celle de l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing, qui pense que l'union de la majorité est la seule véritable priorité. Il y a longtemps que je répète au sein de la majorité que la majorité ne devrait pas prendre de position ou ouvrir de débat sur l'élection présidentielle avant l'automne de 1987. Je vous renvoie à mes déclarations antérieures. Je suis convaincu que ce débat est prématuré, car ce débat comporte par sa nature un germe de compétition ou de discorde. Et je pense qu'il fallait suivre une procédure tout à fait différente, se consacrer jusqu'à l'automne de 1987 aux tâches du redressement de la France, et attendre que se rapproche l'échéance normale pour entrer, suivant d'ailleurs des procédures démocratiques, dans la préparation de l'élection présidentielle. Voilà ma vue des choses. Un tunnel de 27 km de long et de près de 4 mètres de diamètre creusé sous la terre entre la France et la Suisse, c'est le futur laboratoire européen de physique des particules, visité aujourd'hui par Jacques Chirac et le président suisse Pierre Oubert. Une machine considérable qui doit servir aux chercheurs européens à casser les particules de matière pour mieux comprendre notre univers. Tout devrait être fini en 1989. Ce laboratoire sera alors mis à la disposition des chercheurs des 14 pays qui sont membres du CERN. L'Airbus va pouvoir prendre pied sur le marché des avions long courriers après la décision de Bonn, donc de l'Allemagne, qui vient de donner le feu vert financier à la mise en route des modèles A330 et A340. Deux appareils qui devraient permettre à l'Europe de concurrencer les géants américains que sont Boeing et Donald McDouglas. À ce jour, le consortium Airbus annonce déjà 128 commandes pour ces deux avions qui n'ont pas quitté pour l'instant les planches à dessin. L'actualité économique de ce jeudi, c'est aussi l'annonce de la privatisation de la compagnie financière de Suez dès l'automne prochain. L'annonce en est faite par Édouard Balladur dans un entretien, dans une interview accordée au Nouvel Observateur qui paraît demain. La 17e audience du procès Barbie, toujours consacrée au dernier convoi de la mort parti de Lyon en 1944. Et toujours la même horreur au rendez-vous des témoignages qui succèdent aux témoignages pour brosser l'image d'une époque et puis pour confirmer la responsabilité personnelle de Klaus Barbie. Mais vous allez le voir maintenant avec notre envoyé spécial Paul Lefebvre, ce n'est pas toujours aussi facile qu'il y paraît. Klaus Barbie sera sans doute présent demain. De gré ou de force, le président Ciardini veut le confronter avec des témoins qui doivent dire s'ils le reconnaissent. Ce problème de la reconnaissance est juridiquement important, même s'il n'est pas toujours bien compris. Le président de la cour d'assises se doit de faire préciser devant les jurés, à chaque témoin, pourquoi et comment il reconnaît Barbie, pourquoi et comment il l'accuse. Et ce n'est pas toujours facile. 40 ans après, les rescapés ont revécu 1000 fois leur parcours douloureux vers Auschwitz, mais il est vrai aussi qu'ils ont lu, qu'ils ont parlé, et que peu à peu, peut-être, leur souvenir s'est enrichi, entre guillemets, de bonne foi, d'images et de certitudes qu'ils n'avaient peut-être pas toujours au départ. 2 ou 3 témoins, ainsi, aujourd'hui, ont été la cible de Jacques Vergès, dont le jeu, la tactique, est de faire douter les jurés. Il ne suffit pas que l'on ait souffert, et je respecte la souffrance. Il ne suffit pas que l'on se soit battu, et je respecte le combat. Mais ceci ne vous autorise pas à affirmer n'importe quoi. Si la justice est ainsi pointilleuse, et c'est son devoir, cette bataille sur le doute apparaît parfois dérisoire. Dérisoire, car si on doit enlever une page ou deux,
le livre d'accusation reste lourd. Dérisoire aussi pour ces témoins défigurés par les coups et qui sortent de l'audience en pensant, en se reprochant de ne pas avoir tout dit. J'ai pas tout dit, non. J'en ai dit que la moitié. C'est-à-dire? Il y a bien des choses de Barbie, sur Barbie, que j'ai pas le temps de dire, parce qu'ils prennent tout ça pour des détails, et des détails qui comptent. Demain, dernière déposition des rescapés du train de la mort, le procès de Klaus Barbie entre bientôt dans son 2e mois. Le budget de l'audiovisuel public d'ores et déjà dans l'actualité, alors que les vraies décisions ne seront prises qu'à la rentrée prochaine. Avec 2 mises au point, 2 prises de position. Hier, c'était la CNCL qui estimait que les chaînes publiques ne devaient pas faire les frais de la privatisation. Et c'est maintenant un avis que partage le rapporteur du budget à l'Assemblée nationale, M. Pelchat, que Pascal Guimier a rencontré tout à l'heure. Révolutionnaire! Révolutionnaire, les nouvelles règles du jeu publicitaire, privé et public en concurrence. Sans publicité, le service public aujourd'hui ne peut lutter à armes égales. La redevance ne suffit pas, d'autant que beaucoup de téléspectateurs oublient de la payer. Il y a aujourd'hui 20% d'évasion, de personnes qui ne règlent pas cette redevance qu'ils devraient normalement régler. En modifiant les modes de perception, nous pourrions mettre fin à cette évasion en grande partie. 2, il y a la TVA sur cette redevance, qui est à mon avis un non-sens, une taxe sur une taxe. On devrait la supprimer ou tout le moins la ramener à 2,1% le montant de la redevance sur la presse quotidienne d'information. Et 3, l'ancien gouvernement avait décidé d'une exonération sur la redevance pour les personnes ne relevant pas de l'impôt sur les revenus. Je trouve que c'est une bonne mesure sociale, il faut la maintenir, mais il faut que notre gouvernement s'engage à compenser les manques à gagner pour le service de la redevance, qui sont d'1,3 milliard de francs. Alors, quant à la publicité, je suis pour son maintien sur les chaînes publiques de l'audiovisuel pour l'exercice 1988 et je suis pour le maintien de son plafonnement. Mais ce plafonnement doit être déterminé en pourcentage du marché publicitaire de l'exercice 1988 pour l'ensemble de l'audiovisuel, public et privé. Et non pas à un chiffre absolu comme ça a été le cas pour l'exercice 1987. Enjeu, des moyens importants pour une télévision de qualité. Une priorité que les parlementaires garderont certainement à l'esprit lors du débat budgétaire à la rentrée. L'événement de ce jeudi soir, vous pourrez le vivre dans un instant ici même sur Antenne 2 avec une soirée exceptionnelle consacrée au problème du sida chez nous et à travers le monde. Tout ce qu'il faut savoir sur cette maladie, mais aussi tout ce qu'il ne faut pas croire. Avec de nombreux invités autour de vous, dès à présent, Martine Alain Regnault. Oui, un grand rendez-vous exceptionnel. Vous savez que nous serons pendant 2 heures en direct avec Washington parce que la science nous paraît le seul moyen de répondre raisonnablement aux interrogations, aux peurs, aux rumeurs, aux préjugés. Il y a des choses qui font peur, il y a des choses sérieuses, il y a des drames, il faut tout connaître, oser tout dire. On ne sera pas exhaustif, bien sûr, mais on vous demande de venir et de venir sans préjugés pour essayer de comprendre un peu les années sida que nous allons vivre maintenant. Alors, autour de moi, j'ai Étienne Daho, Jean-Jacques Benex, qui a fait le spot sur le sida, qui est sur nos antennes depuis un mois, Dany, il y aura Lynn Renaud, il y aura tous les experts scientifiques à Washington qui vont à tout moment, en permanence, pouvoir nous renseigner sur l'état de l'actualité, puisque depuis 4 jours, un congrès se tient. Et puis surtout, nous aurons avec nous, en différents endroits, et en particulier sur le plateau, des personnes qui connaissent le virus du sida, des personnes qui le portent, des personnes qui sont malades, ou des personnes qui ont eu dans leur famille quelqu'un de décédé, des personnes qui ont lutté, qui ont vécu et qui voudraient expliquer aux autres pourquoi il ne faut pas avoir des peurs imbéciles et de quoi il faut avoir vraiment peur. On sait que la sexualité, le sang, peuvent contaminer certaines personnes. En revanche, on sait que d'autres choses sont beaucoup moins vraies. Elles nous expliqueront de quoi elles ont peur, de quoi elles n'ont pas peur, à quoi il faut faire attention et pourquoi il faut dans tout ceci beaucoup de réalisme, beaucoup de science, beaucoup de recherche et aussi beaucoup de cœur et d'humanité. Les porteurs de virus ne sont pas contagieux quand on les regarde. Cela fait 3 ou 4 ans que je travaille avec eux. On en reparlera tout à l'heure. Je n'ai pas peur du sida. Voilà, donc beaucoup de témoignages, beaucoup également d'avis de scientifiques qui sont effectivement réunis en ce moment à Washington, qui vous rejoindront tout à l'heure autour de Lucie Soboul et de Philippe Arroir. Bernard, nous aurons avec nous un certain nombre de personnes. Je vous en cite 3 ou 4. Le professeur Montagnier,
Le professeur Gallo. Professeur Montagnier qui avait isolé le virus du sida, il faut le Oui, dire. et le professeur Gallo qui a été concurrent, et maintenant ce sont deux amis qui travaillent dans la même direction. Oui. Nous aurons le docteur Rosenbaum, le docteur Griselli, et nous aurons le docteur Zaguri qui est allé en Ouganda et dont vous connaissez l'histoire du vaccin qui commence. Il s'est auto-vacciné, il faut le dire. On a parlé de lui hier soir. Une question, Martine, vous avez suivi de très près ce congrès à Washington. Est-ce qu'on peut dire en un mot ce qui a été peut-être le plus concluant? Il y a eu vraiment un progrès annoncé? Écoutez, des progrès, c'est la politique des petits pas, c'est encore très tôt, on va leur demander de faire vraiment la synthèse des résultats, mais il y a des points d'interrogation qui sont fort importants. Par exemple, l'hétérosexualité. Vous savez qu'on a étiqueté un peu les personnes, et dans ce congrès, on dit, attention, tout le monde est concerné, et la montée du sida chez les hétérosexuels qui n'ont pas besoin d'être des bêtes sexuelles est un problème dont tout le monde doit prendre conscience. En même temps, les relations mère-enfant, il y aura une mise au point sur les traitements, il y aura une mise au point sur les vaccins. Je vous dis à tout à l'heure et j'espère que vous serez nombreux. Je suis persuadé, une émission importante et passionnante. Donc c'est juste après le journal. Rendez-vous est pris avec vous tout à l'heure, Martine. Nous allons parler du sport maintenant avec les dernières longueurs de Roland-Garros, puisqu'on en était déjà aux demi-finales dames cet après-midi, avec la victoire implacable de Martina Navratilova face à sa rivale préférée, Chris Evert. 2 petits sets, 6-2, 6-2. Un moment bien difficile pour Chris Evert. Auparavant, Steffi Graf avait battu Gabriela Sabatini, l'Argentine. Commentaire de Daniel Casal. Gabriela Sabatini, 17 ans depuis le 16 mai, 9e joueuse mondiale, et Steffi Graf, 18 ans le 14 juin, 2e mondiale, se sont bien amusées cet après-midi sur le central. Elles pourraient toutes les deux participer au tournoi junior, mais cela fait déjà plus de 2 ans qu'elles jouent dans la cour des grandes et qu'elles se dirigent allègrement vers le sommet du tennis féminin. Aujourd'hui, elles se rencontraient pour la 7e fois. Et si l'Allemande, ici au premier plan, l'a finalement emportée, ce n'est pas sans avoir été inquiétée par l'Argentine. Steffi Graf avait bien commencé, puisque en 1 heure, et après avoir fait courir son adversaire d'un angle à l'autre du court, elle enlevait la première manche par 6-4. Dans le 2e set, l'Argentine se reprenait parfaitement, n'hésitait pas à monter au filet et égaliser à 1 manche partout. Dans la foulée, Sabatini menait 5-3 dans la dernière manche. C'est le moment que l'Allemande choisissait pour aligner 4 jeux d'affilée et l'emporter 6-4, 4-6, 7-5 en 2 heures et 25 minutes. Pour sa première finale à Roland-Garros, Steffi Graf, qui est invaincue cette année avec 38 matchs gagnés, retrouvera Martina Navratilova qui n'a fait qu'une bouchée de Chris Evert, 7 fois victorieuse à Roland-Garros. C'était le 72e face-à-face entre les deux Américaines. En 1h20, il a tourné à l'avantage de Navratilova, impressionnante à la volée. Martina se détachait 6-2 et 5-0, mais Krij mettait un point d'honneur à sauver 2 balles de match avant de s'incliner sur la 3e. Samedi, Martina Navratilova essaiera de remporter son 3e Roland-Garros. Les résultats et les rapports du quartet qui se couraient aujourd'hui, combinaison gagnante le 15, le 11, le 13 et le 19. Un rapport dans l'ordre pour 5 francs, 592 958 francs et 50, un très joli rapport. Et pour 5 francs placés dans un ordre différent, 25 173 francs tout rond. Ce jeudi 4 juin restera, comme chaque année, le jour le plus long pour les cinéphiles et les cinéphages français de tout poil. C'était la fête du cinéma, c'est d'ailleurs toujours la fête du cinéma. Un billet, un seul pour voir autant de films que l'on veut. Les amateurs de salles obscures ne s'y étaient pas trompés. C'est une initiative bienvenue, en tout cas, alors que le cinéma français passe un bien mauvais moment. L'occasion, en tout cas, de découvrir les nouveaux films, comme celui, entre autres, d'un certain Pee-wee, qui nous vient d'Amérique. Jean-Jacques Dufour. Quand pour le prix d'une place, on peut se payer plusieurs séances de cinéma, le 7e art fait recette. C'est donc la fête et de nombreux spectateurs se pressent devant les salles, d'autant qu'aujourd'hui, incitation supplémentaire, le printemps est plutôt en pente douce. J'en ai déjà vu, ça va être mon 3e, et puis je continue toutes les 2 heures. Jusqu'à quelle heure? Minuit peut-être, oui, si je tiens le coup parce que ça peut durer. Comment vous allez pas en cours? Non. Pourquoi? Parce que c'est la fête du cinéma. Ça incite les gens à aller au cinéma, c'est très bien. Vous allez en voir beaucoup? Je vais peut-être en voir 2 ou 3, mais pas plus parce que j'ai d'autres occupations. Et là, pourquoi Pee-wee? Parce que le sujet m'intéresse. Vous aimez le vélo? Oui, j'aime le vélo. Un bon choix, car les aventures de Pee-wee, c'est l'occasion pour les Français de découvrir un étonnant comique américain. Merry Christmas!
c'est génial, quoi. C'est à mourir de rire. Et je vais retourner le voir. En plus, c'est le genre de film qu'on voit 15 fois sans problème. J'ai vu une fois, ça me manque déjà. Et le personnage, puis oui? Il est génial, on le vient de voir passer, il est complètement à croquer, quoi. Enfin, c'est un sucre d'orge, puis oui. Puis oui, nous l'avons retrouvé au bain-douche à l'occasion d'une soirée organisée pour la promotion du film. Aux États-Unis, Pee Wee est l'objet d'un véritable culte. Un visage, une démarche, un style complètement originaux, mais dans la grande tradition des Buster Keaton, Harold Lloyd, Jerry Lewis, etc. Sans oublier sa voix, façon robot ménager, lancée à grande vitesse. Vous devez venir voir le film parce que sinon je ne pourrais pas me rembourser les frais que m'ont occasionné mon voyage à Paris pour la promotion. And when they finally pulled the driver's body from the twisted, burning wreck, it looked like this. La fête du cinéma, l'occasion pour les cinéphiles de découvrir Pee Wee sans faire l'impasse sur le dernier Lelouch. Voilà, la météo maintenant en compagnie d'Alain Chauffour, et demain ça s'arrange un petit peu. Un petit peu, Bernard, c'est une relative accalmie que nous connaîtrons demain entre la journée très nuageuse aujourd'hui et un week-end, hélas, très instable avec pluie et nuages. Pour l'instant, voyons la journée de demain, vendredi, avec un temps, je vous le disais, plutôt agréable, en tout cas sur la partie est, puisque dès cette nuit, une perturbation va aborder les côtes de l'Atlantique, perturbant demain matin ces côtes, et puis avançant progressivement, mais en perdant un petit peu de sa force. Et pour l'après-midi, eh bien, toutes les zones allant du Nord-Pas-de-Calais jusqu'aux Pyrénées, en passant par le Limousin et la région parisienne, eh bien, connaîtront un temps assez instable avec des averses, mais beaucoup moins importantes qu'aujourd'hui en tout cas. Averses également sur les côtes de la Bretagne et les côtes de la Manche. Et puis je vous le disais, sur toute la partie est, là, il fera vraiment très beau demain. Quelques petits passages nuageux, mais rien d'inquiétant. Les restes de la perturbation d'aujourd'hui, on les retrouvera sur l'extrême est du pays et sur les Alpes. Pourtour méditerranéen bien dégagé à cause de la tramontane. Et puis une belle poche de beau temps ici sur les régions, sur les pays de la Loire. Alors il faut quand même vous préciser que les températures restent stables, donc même s'il y a des nuages, les températures seront très agréables. Demain, de 15 degrés à Cherbourg et 16 à Brest, nous irons jusqu'à 18 degrés dans l'Est ainsi qu'à Paris. Non, mais ce sont des températures quand même relativement de saison. Et pour la partie sud, nous irons de 17 degrés à Limoges, quand même jusqu'à 24 degrés à Perpignan et à Marseille. Mais je vous le disais, samedi et dimanche, les nuages reviennent et les petites averses également. Demain, nous serons le vendredi 5 juin. Le soleil se lèvera à 5h51, se couchera à 21h47, 2 minutes de soleil en plus, et nous fêterons les Igor. Bien, merci Alain. Dernier rendez-vous ce soir avec l'information. Ce sera avec Hervé Claude aux environs de 23h30 après l'émission spéciale consacrée au sida dont nous avons beaucoup parlé ce soir. Donc c'est votre rendez-vous ce soir, cette émission. Et puis demain, premier rendez-vous à 6h45, c'est Télématin. Bonsoir, je vous retrouve demain à 20h. Très bonne soirée, ici même sur Antenne 2.